Le mur invisible du zéro absolu, une quête infinie au cœur de la matière. Le silence est une illusion, une vaste symphonie de vibrations que nos sens limités ne parviennent qu'à peine à effleurer. Dans cet orchestre cosmique, la température, cette mesure obsessionnelle de l'agitation cinétique des particules, représente la partition fondamentale. Depuis que l'humanité a commencé à cartographier le monde physique, une ligne rouge, un horizon inaccessible, s'est tracé dans l'imaginaire scientifique, le zéro absolu, le point théorique où toute agitation thermique cesserait, où l'entropie atteindrait son minimum et où le temps, dans sa manifestation cinétique, semblerait s'arrêter. Pourtant, cette ligne n'est pas seulement une borne numérique, représentée par 0 sur l'échelle Kelvin, elle est un mur, une barrière physique et thermodynamique dont la nature profonde défie notre ingéniosité, une épopée scientifique qui nous révèle les limites intrinsèques de l'univers observable. L'Odyssée vers le froid extrême n'est pas une simple prouesse d'ingénierie, c'est une plongée dans les profondeurs de la mécanique quantique, là où les lois classiques s'effondrent et où la réalité se révèle dans sa granularité la plus brute. Commençons par le commencement, la définition même de cette quête. Le zéro absolu, 301,16 degrés en dessous de 0 sur l'échelle Celsius, ou simplement 0 sur l'échelle Kelvin, est l'état où l'énergie vibrationnelle interne d'un système est minimale. Les travaux pionniers de Lord Kelvin, William Thomson, à la moitié du XIXe siècle, ont cimenté cette échelle thermodynamique, une échelle intrinsèquement liée à la nature de la chaleur elle-même. Kelvin comprit que si l'on pouvait extraire toute l'énergie de mouvement des molécules, les collisions incessantes, les danses aléatoires qui constituent ce que nous appelons la chaleur, on atteindrait un point de repos absolu. Mais ce repos absolu est-il vraiment point absolu? C'est là que la physique moderne, avec ses élégantes mais implacables lois, érige son premier obstacle. La mécanique quantique, cette théorie fondamentale qui gouverne le monde subatomique, nous enseigne que même au zéro absolu, l'immobilité totale est interdite. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg, cette pierre angulaire formulée en 1927, qui agit comme le premier gardien de ce mur. Ce principe stipule qu'il est impossible de connaître simultanément avec une précision parfaite la position et la quantité de mouvement d'une particule. Si un système atteignait le zéro absolu dans le sens classique, cela signifierait que chaque particule posséderait une position parfaitement définie et une quantité de mouvement nulle, une violation directe du principe d'incertitude. Par conséquent, même à une température approchant asymptotiquement 0 Kelvin, les particules conservent une énergie résiduelle, une énergie du point zéro. Cette énergie vibratoire résiduelle, parfois appelée énergie du vide quantique ou énergie du point zéro, est une conséquence directe de la nature ondulatoire et probabiliste de la matière. Pour un oscillateur harmonique quantique simple, l'énergie minimale n'est pas zéro, mais un demi-point h. Nu, ou point h. Et la constante de Planck est nu et la fréquence d'oscillation. Cela signifie que même dans le cristal le plus parfait, dans le vide le plus poussé, il y a toujours une danse fantomatique, un murmure énergétique qui empêche l'arrêt complet. L'histoire de la descente vers ces températures est une saga d'ingéniosité humaine, une lutte constante contre la deuxième loi de la thermodynamique. La deuxième loi, formulée initialement par Rudolf Clausius, stipule que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter ou rester constante, elle ne peut jamais diminuer spontanément. Refroidir un objet revient à rejeter de la chaleur vers un environnement plus froid. Pour atteindre des températures extrêmement basses, il faut donc un environnement déjà très froid, créant une hiérarchie de réfrigération de plus en plus exigeante. Les premières étapes furent réalisées avec les gaz liquéfiés. Au début du XXe siècle, des pionniers comme Heike Kamerlingh à l'Eden réussirent à liquéfier l'hélium en 1911, atteignant ainsi des températures proches de 4,2 Kelvin. L'hélium, avec son faible point d'ébullition, devint l'agent de refroidissement ultime pour les laboratoires pendant des décennies. La transition de phase, la liquéfaction, est le premier grand saut, mais il laisse encore une marge considérable jusqu'au zéro. Pour franchir le fossé entre 4 Kelvin et le domaine des millikelvin, les physiciens durent adopter des techniques plus subtiles, tirant parti des propriétés quantiques des atomes eux-mêmes. La première méthode révolutionnaire fut la détente adiabatique des gaz, une extension du cycle de réfrigération de Joule-Thomson. Dans cette technique, un gaz déjà refroidi, souvent de l'hélium 3 mélangé à de l'hélium 4, est forcé de se détendre rapidement à travers une valve poreuse dans une chambre de dilution. L'hélium 4, un condensat de Bose-Einstein à basse température, agit comme un solvant pour les atomes d'hélium 3, dont l'excitation et la dissolution dans le superfluide absorbent l'énergie thermique du système, le refroidissant progressivement. C'est la cryogénie par dilution,
une prouesse technique qui permet d'atteindre couramment des températures inférieures à 100 millikelvin, soit 0,100 Kelvin. Cependant, pour explorer les phénomènes quantiques les plus exotiques, comme la supraconductivité à haute température ou les états de matière dégénérée, il fallait aller plus loin. C'est là qu'intervient la deuxième famille de méthodes, qui ne dépendent plus d'un milieu extérieur froid, mais manipulent directement les spins atomiques, la démagnétisation adiabatique. Cette technique, développée dans les années 30 par Peter Debye et William Gioch, repose sur un principe élégant de la thermodynamique. Lorsque l'on passe d'un état de désordre magnétique élevé à un état de désordre magnétique faible en présence d'un champ magnétique externe fort, le système doit absorber de l'énergie de son environnement, le refroidissant. Le processus se déroule en 3 étapes critiques. Premièrement, le matériau cible, souvent un sel paramagnétique contenant des ions avec des moments magnétiques non compensés, est amené à l'équilibre thermique avec un bain d'hélium 3/4 à quelques millikelvin sous un champ magnétique intense. Les spins atomiques s'alignent avec le champ externe, minimisant leur énergie magnétique. Deuxièmement, le bain cryogénique est retiré, laissant le sel isolé thermiquement. Troisièmement, et c'est l'étape cruciale, le champ magnétique est lentement réduit jusqu'à zéro. Pour obéir à la deuxième loi de la thermodynamique et éviter une augmentation d'entropie interne, les spins, désormais libres, tentent de reprendre un arrangement plus aléatoire, mais comme ils ne peuvent pas absorber de chaleur de l'extérieur, l'isolation est quasi parfaite, ils puisent l'énergie nécessaire dans leur propre énergie cinétique vibrationnelle. Le résultat est une chute spectaculaire de la température du solide, pouvant atteindre quelques microkelvin, soit 0,00001 Kelvin. L'ère des microkelvin a ouvert la porte à des découvertes fascinantes. Mais le désir humain de pousser les limites ne s'est pas arrêté là. Pour sonder l'ultime frontière, celle du nanokelvin et au-delà, il a fallu abandonner les techniques basées sur la manipulation de la matière macroscopique et se tourner vers les atomes isolés, là où le concept même de température devient une approximation de plus en plus ténue. La prochaine étape fut la magnétorotation, ou plus précisément, l'utilisation des lasers pour le refroidissement. Le refroidissement laser, ou refroidissement par Doppler, a révolutionné la physique atomique au point de valoir le prix Nobel de physique en 1989 à Stephen Chu, Claude Cohen-Tanucci et William Phillips. Cette méthode utilise la pression de radiation des photons pour ralentir des atomes. Un faisceau laser accordé légèrement en dessous de la fréquence de transition électronique des atomes est dirigé contre le mouvement des atomes. Un atome se déplaçant vers le laser voit les photons légèrement plus énergétiques, par effet Doppler. S'il absorbe un photon, il reçoit une quantité de mouvement en sens inverse, le ralentissant. L'atome réémet ensuite un photon dans une direction aléatoire. Le bilan net est une perte constante de quantité de mouvement, et donc une diminution de la température cinétique. Les limites de ce refroidissement sont données par la largeur naturelle de l'arrêt spectral, connue sous le nom de limite de Doppler, qui plafonne autour de quelques dizaines à quelques centaines de microkelvin. Pour aller plus bas, il faut des techniques plus raffinées, comme le refroidissement par piège à potentiel ou le refroidissement par évaporation sélective. Ces techniques ont permis de créer des gaz d'atomes ultra-froids, des nuages où les vitesses individuelles sont de l'ordre de quelques millimètres par seconde. Cependant, la véritable percée vers les températures les plus basses connues par l'humanité est venue de la manipulation des condensats de Bose-Einstein et des gaz dégénérés. En 1995, les équipes d'Eric Cornell, Carl Wieman et Wolfgang Ketterl ont réussi à condenser des atomes de rubidium dans un état de Bose-Einstein. Pour y parvenir, ils ont dû d'abord refroidir un nuage d'atomes à quelques microkelvin à l'aide du refroidissement laser, puis les piéger magnétiquement. Ensuite, ils ont utilisé une technique de refroidissement par évaporation. Les atomes les plus chauds, ceux avec le plus d'énergie cinétique, sont autorisés à s'échapper du piège magnétique. Les atomes restants, dont la température moyenne a diminué, entrent ensuite en collision et thermalisent à une nouvelle température plus basse, jusqu'à ce que, finalement, une fraction significative des atomes tombe dans un état quantique unique, le condensat de Bose-Einstein, où des milliers, voire des millions d'atomes se comportent comme une seule entité quantique, une onde de matière macroscopique. Les températures atteintes dans ces condensats descendent couramment à quelques nanokelvin, soit 0,000000001 Kelvin. Le record actuel, maintenu par des expériences menées dans des laboratoires de pointe, se situe dans la gamme des picokelvin, frôlant le dixième de picokelvin. Ces expériences impliquent souvent le refroidissement d'atomes piégés par des lasers sophistiqués, souvent dans des configurations complexes comme les réseaux optiques, qui permettent de fixer les atomes dans des puits de potentiel précis.
En manipulant ces réseaux et en utilisant des séquences de démagnétisation ultra-lentes et parfaitement contrôlées, les chercheurs peuvent forcer le système à évoluer de manière presque réversible le long de chemins à très faible entropie. Mais pourquoi ce mur invisible, ce 3 millième de Kelvin, ce picokelvin, est-il si tenace? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement construire une machine qui éteint définitivement le mouvement? La réponse réside dans l'interaction incessante entre la matière et son environnement, même le vide. Même si nous isolons parfaitement notre système physique dans un conteneur supraconducteur, entouré de blindages magnétiques multiples et maintenus sous vide ultra poussé, l'interaction avec le champ de rayonnement cosmique de fond, CMB, et l'énergie du point zéro demeure. Le rayonnement fossile, vestige du Big Bang, baigne l'univers à une température d'environ 2,7 Kelvin. Bien que ce rayonnement puisse être atténué par des boucliers thermiques multicouches, le refroidissement nécessaire pour atteindre, disons, un nanokelvin, exige que le système soit des milliers de fois plus froid que le CMB, ce qui impose des exigences d'isolation thermique exponentiellement croissantes. De plus, il y a l'influence de la gravité et des effets relativistes, bien que plus subtils aux températures courantes. Même l'isolation elle-même est un problème quantique. Les parois du cryostat, les fils de mesure, tous sont constitués d'atomes, et ces atomes possèdent une énergie du point zéro. Le simple fait de points mesurés. La température introduit une perturbation irréversible, car la mesure nécessite un échange d'énergie ou d'informations, ce qui augmente inévitablement l'entropie du système et impose une limite inférieure à la température que l'on peut atteindre sans perturber l'état mesuré. C'est la limite de Landauer sur la dissipation d'informations, qui, bien que principalement appliquée au calcul, a des implications profondes sur la thermodynamique des systèmes de mesure ultrasensibles. Revenons à l'énergie du point zéro. Prenons l'exemple le plus simple, l'atome d'hydrogène dans un état fondamental. Selon la mécanique quantique, cet atome ne peut pas être immobile. Si nous considérons l'électron en orbite, sa position est diffuse. Si nous pouvions le forcer à être parfaitement immobile à une distance fixe du noyau, son énergie cinétique deviendrait infinie. L'équilibre atteint dans l'état fondamental est un compromis délicat entre l'attraction électrostatique du noyau et l'énergie cinétique quantique requise par le principe d'incertitude. Ce concept s'étend à la matière condensée. Dans un cristal parfait à 0 Kelvin, les atomes ne sont pas immobiles, ils vibrent autour de leur position d'équilibre dans ce que l'on appelle les phonons de point zéro. Ces vibrations ne sont pas de la chaleur au sens thermodynamique classique, car elles ne peuvent pas être extraites pour effectuer un travail utile, mais elles représentent une énergie cinétique résiduelle. La suppression totale de ces vibrations exigerait une modification des constantes fondamentales de l'univers, une réécriture de la constante de Planck elle-même. L'exploration de ces états ultra-froids ouvre des fenêtres sur des phénomènes physiques qui ne peuvent exister qu'en l'absence de bruit thermique. La superfluidité de l'hélium 3 et 4 en est un exemple classique. L'hélium 4 devient superfluide en dessous de 2,16 Kelvin, permettant à la substance de s'écouler sans aucune viscosité, défiant la friction. L'hélium 3, plus complexe, nécessite des températures encore plus basses, autour de quelques millikelvins, pour former des paires de Cooper supraconductrices d'atomes, un phénomène analogue à la supraconductivité des électrons dans les métaux, mais à l'échelle atomique. Dans ces états, les lois de la mécanique classique sont complètement supplantées par la physique quantique macroscopique. Au-delà du nanokelvin, les physiciens étudient les gaz dégénérés et les condensats de Bose-Einstein pour simuler des conditions que l'on ne trouve que dans les étoiles à neutrons ou les objets astrophysiques exotiques. Par exemple, en utilisant des réseaux optiques pour créer des potentiels périodiques, les chercheurs peuvent imiter la structure cristalline d'un solide, mais avec des atomes froids qui se comportent comme des électrons dans un métal. En contrôlant la densité et l'interaction entre les atomes, ils peuvent observer la transition de phase entre un isolant de Mott, où les électrons sont bloqués par des interactions fortes, et un métal, où ils peuvent se déplacer librement. Le froid extrême élimine le bruit thermique qui masquerait ces phénomènes délicats. La quête pour se rapprocher du zéro absolu est également intrinsèquement liée à la recherche de la gravité quantique et à la compréhension de l'information. Certains théoriciens spéculent que si l'on pouvait atteindre le zéro absolu, l'espace-temps lui-même pourrait subir une transition de phase, ou que les fluctuations quantiques du vide deviendraient prédominantes au point de révéler des structures que nous ne pouvons détecter actuellement. L'énergie du point zéro, souvent perçue comme une abstraction mathématique, est de fait une source d'énergie potentielle dans l'espace vide. L'effet Casimir,
où deux plaques métalliques non chargées placées très près l'une de l'autre se rapprochent légèrement en raison de la pression exercée par les fluctuations du champ électromagnétique du vide, est une manifestation observable et mesurable de cette énergie résiduelle, et sa magnitude dépend de la température ambiante, bien qu'il soit observable même à température ambiante. En poussant la cryogénie vers les domaines ultra-froids, nous sommes obligés de reconsidérer la nature même de la chaleur. La température, dans son sens le plus fondamental, est une propriété statistique émergente des mouvements collectifs des particules. Lorsque le nombre de particules accessibles pour l'agitation devient extrêmement faible, comme dans un piège à atomes uniques, le concept statistique de température perd de sa pertinence pour décrire l'état d'une seule entité. On parle alors plutôt de la distribution d'énergie des états quantiques accessibles. Imaginez une expérience théorique où nous tentons de refroidir un seul atome. Nous pourrions utiliser des lasers pour le ralentir jusqu'à ce que sa vitesse soit presque nulle. Cependant, cet atome ne peut jamais avoir une énergie cinétique strictement nulle. Il restera toujours confiné dans une région spatiale définie par les pièges laser, et cet confinement, via le principe d'incertitude, impose une incertitude minimale sur sa quantité de mouvement, d'où une énergie cinétique minimale. C'est la limite fondamentale de la position et du mouvement, même pour une seule particule. La perspective future dans cette course vers le froid révèle des technologies encore plus audacieuses. Les scientifiques explorent l'utilisation de la point rétroaction quantique pour minimiser l'impact des mesures. Au lieu de mesurer passivement, on pourrait introduire une interaction calibrée si faible et si rapide qu'elle perturbe le système juste assez pour obtenir une information sur sa température sans le chauffer de manière significative. Un autre axe de recherche concerne les systèmes points adimensionnels. Dans certains systèmes fortement corrélés, comme les gaz de fermions ultra-froids dans des réseaux optiques, il est possible de définir une température effective qui peut s'approcher de 0 Kelvin en manipulant les interactions entre les particules. En ajustant finement la force de l'interaction entre les atomes, souvent via des résonances de Feshbach, où un champ magnétique externe modifie la force de liaison entre deux atomes, on peut créer des états où l'énergie thermique résiduelle est minimisée par rapport à l'énergie de liaison, poussant la température effective vers le zéro. La raison ultime pour laquelle le zéro absolu est un mur et non un plancher, est donc double. La mécanique quantique impose une énergie minimale intrinsèque, l'énergie du point zéro, et la thermodynamique impose que tout processus de mesure ou de manipulation introduit une irréversibilité, une dissipation d'énergie, empêchant une évolution réversible et infiniment lente vers le repos parfait. Chaque fois que nous franchissons un seuil de température des degrés Celsius au degré Kelvin, puis au millikelvin, nanokelvin, et maintenant approchant le picokelvin, nous ne faisons pas que descendre une échelle, nous accédons à un nouvel étage de la réalité physique. Au-delà de 10 Kelvin, la physique est dominée par les effets quantiques de masse et de vibration. Entre un Kelvin et un microkelvin, les effets de mécanique statistique quantique deviennent prépondérants, menant à la superfluidité et au condensat. En dessous du nanokelvin, nous commençons à sonder la structure même de l'espace-temps et les limites de l'information. Le zéro absolu n'est donc pas un lieu physique où nous pouvons nous arrêter, mais un asymptote mathématique que nous pouvons approcher avec une précision toujours plus grande, à condition d'accepter les contraintes imposées par les lois fondamentales de la nature. C'est une frontière conceptuelle qui délimite le domaine du classique du domaine du quantique, un rappel constant que l'univers, même dans son état le plus froid et le plus ordonné, n'est jamais vraiment immobile. La quête continue, non pas pour point atteindre ce mur, mais pour comprendre en détail les structures microscopiques et les lois fondamentales qui le solidifient, transformant l'absence de chaleur en une révélation perpétuelle des mystères de la physique. Notre histoire avec le zéro absolu est celle d'une aspiration infinie dans un cosmos régi par des limites finies mais subtiles.